L'après-cancer, ça commence en fait le jour où le radiologue dit à la patiente « Madame, je vais vous faire une biopsie parce qu'il y a une image qui ne me plaît pas ». AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, d'autant plus qu'aujourd'hui je retrouve le docteur Rémi Salmon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgien, cancérologue, spécialiste du cancer du sein auquel vous avez consacré votre vie professionnelle, ancien chef du département de chirurgie de l'Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer. Et lorsque vous avez commencé à exercer à l'Institut Curie, on vous disait que la disparition ou l'amélioration de la douleur témoignait de l'efficacité d'un traitement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est guéri ? Qu'est-ce qui fait qu'on est guéri quand on parle de cancer? C'est qu'à chaque consultation, on dit à une patiente « Madame, vous n'avez pas de maladie évolutive décelable ». Parce que la guérison, c'est comment, combien de temps, et les médecins ne sont pas supposés donner la vie éternelle. Et je vous rappelle ce que disait le Bouddha. Le Bouddha disait hier c'est du passé, demain c'est du futur, et c'est ici et maintenant qu'il faut vivre. On va parler du cancer et après, l'après-cancer, ou comment retrouver une vie après avoir craint de la perdre. Vous publiez « Gérer l'après-cancer », l'exemple du cancer du sein aux éditions des Trois Colonnes. Dans votre livre, vous parlez d'un congrès qui a eu il y a quelques années. Des médecins qui avaient participé à ce congrès sur le cancer aux États-Unis, c'était sur le cancer du sein, ont reçu un document à remplir à la fin du congrès. Et on leur a demandé quel serait, selon eux, le plus grand progrès. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu ? L'immense majorité des médecins qui étaient présents à ce congrès a répondu « Ça serait bien qu'on puisse supprimer la chimiothérapie avec tous ses effets secondaires ». Et en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'alternatives aux chimiothérapies. Et surtout, on utilise des traitements de plus en plus ciblés, targeted treatment pour les Américains, donc des traitements ciblés qui vont aller détruire les cellules tumorales et essayer de préserver au maximum les tissus normaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il y avait quand même 85% qui disaient ah oui, nous ce qu'on aimerait c'est supprimer la chimio avec ses effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a schématiquement 3 grands traitements des cancers, la chirurgie, la radiothérapie et les traitements médicaux. Pour la chirurgie, vous pouvez soit retirer le sein, soit garder le sein, mais il faut faire de la radiothérapie. La radiothérapie, donc, on la fait quand on a gardé le sein et on traite les ganglions qui sont autour du sein. Et puis, en fonction de la biologie de la tumeur, on peut cibler ce traitement et on s'aperçoit que c'est pas parce qu'une tumeur est grosse, volumineuse, qu'elle va forcément avoir une chimiothérapie. Les paramètres biologiques font qu'on va essayer de faire quelque chose qui est plus ciblé sur la présence de récepteurs hormonaux, sur la surexpression d'une protéine qui s'appelle HER2, sur un taux de prolifération. Donc il y a 2 classifications. Une classification TNM, c'est-à-dire la taille de la tumeur, l'existence de ganglions, la présence de métastases, qui donne des stades, et puis une classification moléculaire en fonction de ces paramètres biologiques. Votre livre est un livre ultra complet dans lequel vous assumez le risque de vous faire critiquer. Alors on ne va pas trop vous critiquer ce matin. 45 ans de pratique exclusive de la cancérologie. Un mot sur le mot oncologue. C'est quoi le rôle d'un oncologue ? Et puisqu'on parlait de chimio, est-ce que c'est l'oncologue qui va prescrire la chimio ? Alors oncologue, ça vient du grec. Ça veut dire onco-tumeur, log qui sait. Donc ce sont les gens qui traitent les cancers, les oncologues. Et dans les oncologues, vous avez des oncologues chirurgiens, des oncologues radiothérapeutes qui sont tous exclusivement des oncologues, et puis les oncologues médicaux qui vont prescrire les médicaments. Et les chimiothérapies sont prescrites
par les oncologues médicaux. Et les chimiothérapies ne représentent en France, en fait, que 30% des traitements des cancers du sein. La différence entre un oncologue et un cancérologue, il y en a ou pas ? C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais il y a une mauvaise façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Alors ça, c'était un psychiatre qui s'appelle Marx, qui était un psychiatre de la Curie sur le site de Saint-Cloud, et qui nous avait dit dans un congrès, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Dans le cancer, il faut l'annoncer, il faut dire à un moment à la patiente, en la regardant droit dans les yeux, « Madame, vous avez un cancer ». Je raconte toujours une petite histoire qui m'est arrivée il y a un certain nombre d'années. J'avais une psychologue qui était en formation, assise à ma gauche, et je vois une patiente, je lui explique tout. C'était une bonne consultation, j'étais content de moi, je m'étais dit là vraiment, j'ai bien fait. Et puis après, je me retourne vers la psychologue et je lui dis, bon, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, oh, c'était pas mal ta consultation, c'était bien. T'as juste oublié de lui dire un truc. Ah bon, j'ai oublié de lui dire quelque chose. Et elle me dit, mais oui, t'as juste oublié de lui dire qu'elle avait un cancer. À partir du moment où le mot est dit dans une consultation, le monde de la patiente change. Pas le nôtre, puisqu'on fait ça toutes les journées, mais pour la patiente, le monde change. Et là, elle entend le mot cancer, puis elle n'entend plus rien après. Elle est là, en face de vous, en faisant oui, oui, pendant que vous êtes en train de dérouler votre proposition thérapeutique. Aujourd'hui, normalement, au décours de nos consultations, il y a ce qu'on appelle des infirmières d'annonce qui vont reformuler avec la patiente ce qu'on lui a dit, ce qu'elle a compris. Et l'information qu'on donne, c'est quelque chose de très compliqué parce que ça dépend de votre niveau, j'allais dire, socio-économique. Si vous parlez... Alors, vous expliquez dans votre livre que vous appelez ça le niveau de compréhension. Oui. En médecine, ça porte un nom. Socio-économique. Non, il y a un nom spécial, je retrouverai le nom. Donc vous dites que c'est un nom, le fait de savoir si on comprend ou pas ce qu'on nous a dit par rapport au traitement et à la maladie. Ah oui. Ça, c'est un mot à coucher, c'est un nom à coucher dehors. Un nom à coucher dehors, donc on oublie. Non, je le retrouverai après la pub parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce concept ? Oui, mais enfin, je peux donner un autre exemple. Allez-y. Dans le service, on avait fait des documents d'information qu'on remettait aux patients avant les interventions chirurgicales. Et on s'était donné de la peine d'écrire en bon français, d'utiliser des mots dont on pensait qu'on jargonnait pas, que c'était clair, etc., etc. Et on dit à une de nos assistantes, dont la mère était sculptrice, on lui dit, donne ça à ta mère et demande-lui ce qu'elle en pense. Et donc, notre collègue revient le lendemain, elle dit, j'ai montré ça à ma mère, elle a rien compris. Ce qui voulait dire qu'on avait, nous, eu l'impression qu'on était compréhensible, mais que madame, qui était sculptrice, s'il était arrivé à la consultation, elle aurait remis un document, elle aurait regardé, elle n'aurait rien compris. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis en cancérologie, il ne faut pas donner trop de temps, parce que sinon, c'est la maladie qui en profite. Donc il faut expliquer, et puis alors aujourd'hui, ce que vous avez, c'est que en consultation, les patientes qui viennent vous voir, elles regardent d'abord votre nom sur Internet pour savoir si vous connaissez quelque chose de la question, et puis après, elles se mettent sur cancer du sein, elles tapent, et au bout de 5 minutes ou 10 minutes, elles ne comprennent plus rien. Donc il faut reclasser les choses, réexpliquer, remettre les choses en place. Alors ça, c'est une tâche qui n'est pas très difficile si les gens sont bienveillants et surtout s'ils ne sont pas pétrifiés par la peur. Parce que c'est quelque chose qui est permanent dans la gestion dans les centres de cancérologie, c'est que tout le monde a peur. Nous, on a peur. Les malades et les soignants. Les malades, les soignants, les paramédicaux, tout le monde a peur. On a peur que la maladie s'aggrave, on a peur qu'elle récidive, on a peur de la souffrance, on a peur de la mort, tout le monde a peur. Mais personne ne le lit. Il faut faire des groupes baleines pour savoir que les gens ont peur. Merci de partager ça avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai retrouvé le mot, ça s'appelle la littératie. La littératie, oui. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. Littératie,
c'est la difficulté de compréhension en santé. Voilà, littératie. Googlez. Alors, pas facile à replacer. Non. Mais en fait, vous le connaissiez même pas, vous l'avez cherché. Ah ben, je l'ai trouvé, je pense, dans la bibliographie que j'avais fait pour le livre, oui. Ah oui, donc voilà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'une psy m'avait expliqué pendant que je lui expliquais ce qu'elle avait. Elle m'avait dit, mais vous faites de l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de trouver des mots qui font sens pour une personne, alors qu'elle arrive avec sa vie antérieure. Moi, j'ai ma vie antérieure, mon vocabulaire, mes mots, etc. Et il faut qu'on essaie de trouver un terrain de compréhension. Et de temps en temps, on y arrive, et puis de temps en temps, c'est plus difficile. L'après-cancer souffre d'un problème de définition. Ah, oui. Alors ? Parce qu'il y a un mélange entre soins de support et après-cancer. Vous expliquez à tout le monde ce qu'on appelle les soins de support ? J'y vais. Les soins de support, c'est les soins qu'on donne, qu'on fournit aux patientes. On va choisir bien le cancer du sein, mais c'est valable pour tous les autres cancers. Les soins qu'on donne aux gens pendant les traitements lourds de chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Donc, on va donner des antalgiques pour les gens qu'on a opérés pour pas qu'ils aient mal. Les radiothérapeutes donnent des crèmes pour que les patientes soient plus brûlées, mais enfin bon, les brûlures sont devenues beaucoup plus rares. Et puis, ça tourne essentiellement, les soins de support, autour de la chimiothérapie, où on va donner des produits pour pas vomir, pour pas que les globules descendent trop. On essaye de limiter les chutes de cheveux, mais ça, malheureusement, dès qu'on donne des chimiothérapies comme ça, agit sur les cellules qui se renouvellent le plus vite, on perd la plupart du temps ses cheveux. Ses cheveux, ses sourcils. Ses sourcils et tous les poils. Voilà. Et les ongles. Et les ongles. Et après, ça repousse. Tandis que nous, les cicatrices de nos chirurgies, elles sont définitives. Tandis que les cheveux, eux, ils repoussent. Donc, on donne des soins de support pour aider la patiente à passer à travers ces traitements dits lourds. Et puis, la définition de l'HAS, Haute Autorité de Santé, c'est qu'un jour, ces 3 traitements sont terminés, la patiente peut continuer à avoir de l'hormonothérapie, donc des petits comprimés, donc on se dit chic, c'est des comprimés, ça pose pas de problème. Et c'est à ce moment-là qu'on passe à la période de l'après-cancer. On dit bonjour, ou au revoir madame, voilà, les traitements lourds sont terminés, vous avez un comprimé par jour, je vous revois dans 3 mois. Et là, tout d'un coup, la patiente, elle se retrouve toute nue au milieu de la jungle. Lâchée dans la nature. Lâchée dans la nature. Et ce que je pense, alors c'est une discussion qu'on peut avoir entre professionnels, mais aussi avec les patientes, c'est que l'après-cancer, ça commence en fait le jour où le radiologue dit à la patiente « Madame, je vais vous faire une biopsie parce qu'il y a une image qui ne me plaît pas ». Et là, elle est là sur sa table. Ouais, donc au moment du dépistage, en fait, quasiment. Au moment du dépistage, et elle se dit, mais j'ai 3 enfants, il y a la petite qui a un petit dérapage scolaire, ma vieille mère qui vient de se casser le col du fémur, on a loué en Corse pendant 3 semaines pendant l'été, et mon boulot, qu'est-ce que je dis à mon patron, qu'est-ce que je dis à mes collègues, etc. etc. Et ça, c'est déjà de l'après-cancer. C'est-à-dire, c'est du cancer, oui, c'est une gestion du cancer, mais c'est la vie qui continue. Alors, quelque part, pendant le traitement, c'est relativement facile. C'est-à-dire que vous avez vos rendez-vous tel jour à telle heure, avec des médecins qui sont toujours en retard, bon, on va passer là-dessus, mais vous avez un agenda, donc c'est relativement facile. Mais le jour où vous vous retrouvez chez vous, à la maison, il s'est passé un certain nombre de choses dans votre traitement, et vous êtes là avec votre petit comprimé, et vous dites, mais je fais quoi moi maintenant ? Comment je m'en sors ? Voilà, je suis avec le docteur Rémi Salmon, chirurgien cancérologue, spécialiste du cancer du sein, ancien chef du département de chirurgie de l'Institut Curie. Et aujourd'hui, vous continuez à exercer d'ailleurs. Pour vous, c'est important de continuer la consultation ? D'abord parce que j'aime ça. Ouais. Parce que sinon, j'aurais arrêté. Et deuxièmement, parce que si vous avez la prétention d'écrire un livre, il faut qu'il soit à jour.
Et que si vous ne voyez pas des patients tous les jours et que vous ne participez pas à ces fameuses réunions de concertation pluridisciplinaires, eh ben, en un an, vous êtes complètement dépassé. Les RCP. Vous disiez tout à l'heure que l'après-cancer débute dès le diagnostic. Vous expliquez pourquoi et ce qui vous permettait d'affirmer cela. Et vous expliquez dans votre livre qu'il y a une notion fondamentale à prendre en compte, c'est celle de la temporalité. Alors, est-ce que vous voulez nous préciser ce que vous appelez la temporalité ? Oui, c'est une notion qui paraît évidente et qui est à la fois assez complexe. Je m'explique. C'est-à-dire que tout le monde ne fonctionne pas au même rythme. Et les gens n'ont pas des vies identiques. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à la fin du traitement qui paraissent urgentes, qui sont les soins esthétiques, un soutien psychologique, de la gymnastique, des groupes de parole, de la méditation en pleine conscience, etc. C'est médecine dite non interventionnelle, il y en a 440 qui sont recensés listés par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il est bien évident que vous n'allez pas faire les 440 thérapies en même temps. Mais il y en a qui sont adaptées à certains moments et qui vont correspondre à une patiente donnée parce que ça lui parle. Et puis, il y a d'autres moments où les groupes de parole, elles se ont échangé dans le cadre des associations de patientes, et puis elles n'ont plus envie d'en parler, elles ont envie de tourner la page et plus de voir de femmes qui ont... Donc, cette temporalité, autant la gestion du cancer lui-même ne nous pose pas de problème, autant la temporalité, c'est vraiment la patiente qui la décide. C'est elle qui dit à tel moment. Alors nous, on est force de proposition. On peut valider certaines thérapies. On peut les conseiller quand elles nous posent la question sur la validité ou pas de tel. Mais je vous donne un exemple. L'exercice physique dont tout le monde dit c'est magnifique, c'est grâce à l'exercice physique vous allez tout régler. Bon, si vous avez affaire à une marathonienne, elle va avoir couru pendant son traitement, y compris pendant la chimiothérapie. Peut-être que pendant l'intervention, elle va rester 2 jours chez elle, mais va recommencer à courir tout de suite. Si c'est une femme qui n'a jamais fait d'exercice physique et que ses copines ne font pas d'exercice physique, en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'1 an, aux femmes à qui on a recommandé de faire de l'exercice physique, il n'y en a que 30% qui continuent à en faire. Donc, ce n'est pas facile de vous mettre à faire du sport si vous n'avez jamais fait de sport. Alors, quand on parle d'exercice physique, on ne parle pas forcément de sport. On parle de bouger, donc, oui. Et de se mettre en mouvement. Voilà. Mais ça, c'est se mettre en mouvement. Mais il y a par exemple, si cette patiente a repris un travail dont on peut reparler après, et qu'elle a 3 ados à la maison et un mari qui rentre à 8h du soir, et que le mari rentre et qu'il n'y a rien à bouffer et qu'on lui dit maman est à la piscine, à mon avis, ça va pas passer très facilement. Donc il y a vraiment des moments pour... Alors, il y a des choses qui sont très importantes pour les femmes, qui sont les associations de patientes, qui peuvent donner aux patientes des conseils, les accompagner, leur recommander, parce que ce sont des femmes qui sont passées par ces expériences. Et bien sûr que nous ne pouvons pas avoir cette connaissance, cette expérience vécue de la maladie, puisque pour la majorité des médecins qui soignent les femmes qui ont un cancer, on n'a pas eu de cancer du sein. Oui, mais enfin, il y a quand même aussi aujourd'hui, dans vos services, beaucoup de femmes qui sont passées par là. Donc, c'est ça. Je connais personne aujourd'hui qui soit épargné par le cancer, et le cancer du sein en particulier. 60 000 par an en France. Voilà, tout le monde a au moins quelqu'un dans son entourage, dans sa famille, qui a été touché et qui est concerné. Oui. Après le cancer, il va falloir reconstruire. Et alors, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut tout reconstruire à l'identique et tout de suite.
Alors, je crois, dans le livre, parler du tremblement de terre. Donc, vous avez eu un tremblement de terre dans votre village et votre maison, où elle s'est écroulée, où elle est pleine de lézardes partout. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez reconstruire votre maison à l'identique sur une faille sismique ? Et est-ce que les autorités vont vous autoriser à reconstruire votre maison où il y a bien sûr plus d'électricité, plus de gaz, plus d'adduction d'eau, etc. Ou est-ce que vous allez décider de rester dans la région, ou est-ce que vous allez décider de dire avec ce qui nous est arrivé, on s'en va et on va dans un endroit où on est sûr qu'il n'y aura pas de catastrophe. La vie, c'est la même chose. Est-ce que vous allez reconstruire à l'identique ? Non. Ça dépend. Il y a des gens, regardez, en cas de catastrophe, on l'a vu avec les inondations, il y a des gens qui ne veulent pas quitter l'endroit. Ils savent que c'est inondable, mais ils n'en ont rien à faire. Ils veulent rester. C'est un coût. C'est un coût financier et c'est un coût psychologique. Mais si vous vous remettez exactement dans la même situation, les mêmes causes produisant les mêmes effets, etc., etc. Donc, on se dit, il faut vivre la survenue d'un cancer comme une épreuve initiatique. Vous passez à travers des épreuves et les femmes réfléchissent, pensent, avec une période, la plupart du temps, ce qu'on appelle une dépression post-thérapeutique. Il n'y a pas de psy qui ici pour me redresser. Puis la psychologie faite par les chirurgiens, ça fait souvent rigoler tout le monde. Mais enfin, on peut identifier chez nos patients des symptômes évoquant un syndrome dépressif, qui est le moment où la femme, finalement, se met à réfléchir à ce qui lui est arrivé pour savoir si elle peut introduire dans sa vie des modifications. Mais pas forcément des modifications majeures. Hein. Ça peut être 5 degrés d'angle sur la façon dont on regarde la vie et arrêter de s'énerver parce qu'on a pris une prune de stationnement. Vous dites que de toute façon, on ne revient jamais au statu quo ante. Jamais. On revient Parce que vous jamais aimez bien les expressions un peu latines. Oui, on revient jamais à l'état antérieur et les patientes, elles oublient jamais ce qui leur est arrivé. 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, elles se souviennent, elles vous disent même ce qu'on leur a dit lors de la consultation initiale. Je ne dis pas la couleur de mon nœud papillon de l'époque, mais elles se souviennent de ce moment comme un moment où elles ont changé. Où la vie bascule. La vie a basculé. Mais pas forcément d'une mauvaise façon, c'est-à-dire d'une épreuve initiatique. La plupart du temps, on sort grandi quand même. 2 questions restent omniprésentes, écrivez-vous, à l'esprit des patientes. La crainte de la récidive et les problèmes financiers. On en parle peu, mais être malade, ça coûte cher. Même pour ce qui concerne le cancer, c'est pris en charge par l'ALD, donc affection de longue durée. Numéro 30. Mais ça ne prend pas tout en charge. Non. Et vous appelez ça comment, vous ? D'ailleurs, j'appelle ça la toxicité financière. Voilà. Là, j'ai retrouvé le nom tout de suite. Là, c'est bien. Non, mais c'est pour ça que je vous y ai amené. Je suis en progrès. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que finalement, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais en France parce que on a toujours l'impression que tout est pris en charge. Mais aujourd'hui, être malade, ça coûte cher. Ouais. Même si vous êtes en ALD. Oui, il y a des soins qui sont en effet pris en charge à 100%, les transports qui sont pris en charge à 100%, mais... Les transports pour aller faire les chimios et la radiothérapie, par exemple, ça sera pris en charge. Oui. En Suisse, par exemple, les transports ne sont pas pris en charge. C'est à vos frais. Quand vous venez en consultation, vous venez avec votre voiture et c'est vous qui payez votre essence. Ce n'est pas remboursé. Et puis, vous avez plein de soins, de ces soins non interventionnels dont on a parlé, qui ne sont pas pris en charge. À l'heure actuelle, la Haute Autorité de Santé offre ce qu'ils appellent un panier dans lequel vous avez droit à 4 consultations, une de nutrition, une de psycho, une d'acupuncture et une de chiropractique, quelque chose comme ça. Alors attention, parce que c'est important de le dire, parce que ce sont normalement
C'est à leurs frais, normalement. Oui, mais et là, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça, c'est dans le cadre du cancer. Oui. Ouais. Mais 4 consultations pour 180 € dans l'après-cancer, c'est dérisoire. Et il y a une loi toute récente qui prend vraiment en charge complètement les prothèses mammaires, par exemple, et les prothèses capillaires. Ouais. Mais tout le monde sait que la prothèse capillaire est mal remboursée par la sécurité sociale, par définition, puisque c'est une prothèse temporaire. Donc ils financent, je crois, 400 € ou quelque chose comme ça pour une prothèse capillaire. Il est évident que si vous mettez de l'argent dans la prothèse capillaire, vous allez avoir une prothèse que vous pouvez même parfois faire avec vos propres cheveux, mais ça va vous coûter de l'argent à vous. Et puis, il y a tous les transports de votre mari ou de vos enfants qui viennent vous voir ou vous accompagner. Ça, c'est à vos frais. Et puis, la plupart du temps, vous arrêtez de travailler Alors, si vous êtes en profession libérale, si vous êtes arrêté pour cause de maladie, par exemple, un médecin qui s'arrête ne commence à être remboursé qu'après 90 jours. Il y a des systèmes où on est mieux pris en charge. Oui, si on est indépendant, travailleur indépendant. Ça coûte très cher. Il y a plein de gens qui se retrouvent, tous les artisans, les boulangers ou je ne sais pas quoi, souvent ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Donc ça coûte de l'argent. Et puis la sécurité sociale rembourse souvent avec du retard. Donc, oui, même les salariés qui touchent des indemnités dites journalières, mais encore, c'est pas l'intégralité du salaire. Non. Ça dépend. Dans le salaire, vous avez le salaire, puis vous avez les primes, les trucs, les machins, ça. La sécurité sociale ne paye pas ça. C'est important de comprendre le contexte, parce qu'on l'évoque peu, on n'en parle jamais, de l'aspect économique de la maladie. En France, quand on parle d'argent, c'est toujours dégoûtant. Alors vous convoquez l'art de la guerre dans votre livre. Connaissez l'ennemi, connaissez-vous vous-même? Oui, c'est le premier grand cancérologue de quelques siècles avant Jésus-Christ, parce qu'on peut considérer que le traitement d'un cancer, c'est une guerre. Et Il était cancérologue, ce monsieur? Non. C'est bon. Non, c'était un grand chef de guerre chinois. Mais il peut s'appliquer, d'ailleurs, dans toutes les sociétés commerciales. Le Sun Tzu fait partie des formations qu'on donne aux étudiants. Mais c'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez les forces de l'ennemi. Mieux vous connaissez les forces de l'ennemi et mieux vous connaissez vos propres forces, mieux vous savez si il faut attaquer et quand il faut attaquer. Et pour Sun Tzu, l'idéal, c'est d'éviter les conflits. Et pour éviter les conflits, la meilleure solution, c'est de faire du dépistage. Parce que si vous dépistez et que l'on puisse trouver des façons de dépister, d'anticiper une transformation, à ce moment-là, la maladie n'apparaissant pas, il n'y aura pas de nécessité de traitement. Ça, c'est le message final de Sun Tzu. Mais vous, parce que dans votre livre, c'est pas si blanc ou si noir que ça. Non, mais parce que c'est Sun Tzu. D'accord, voilà, c'est ça, oui. C'est des références qui n'engagent que moi, mais je pense qu'il y a quand même, en effet, un conflit entre les médecins, la maladie, la patiente étant le champ de bataille, et qu'on organise en cours de cette réunion de concertation pluridisciplinaire le plan de bataille, Clausewitz ou qui vous voulez, pour savoir par quel traitement on va commencer. Est-ce qu'on va commencer par la chirurgie, parce que c'est un cancer du sein opérable d'emblée, ce que les Américains appellent les early breast cancer, c'est les cancers opérables d'emblée, ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par un traitement médical pour faire réduire la taille de la tumeur, si c'est des tumeurs très évolutives, qu'on coupe le gaz sous le feu pour éviter d'aller opérer dans quelque chose qui bouillonne. Et comment vous êtes? Dans le livre, vous payez la tête de quelqu'un qui utilise l'expression early breast cancer, un jeune chirurgien, et là, vous nous le ressortez.
Bon, je retire alors. Je vais demander si j'ai un prochain tirage qu'on sorte. Heure libresse cancer, ça veut dire quoi d'ailleurs? Expliquez-nous la mot, traduction. C'est un cancer du sein précoce. Ce qui veut rien dire pour moi. Donc c'est pour ça que j'avais posé cette question à ce jeune oncologue médical qui est devenu un de mes ennemis directs parce que je l'avais mis en difficulté à la tribune. Bon, je ne serai pas votre ennemi direct. Non, pas vous. Bon, bien. Voilà, gérer l'après-cancer, c'est le titre du livre du docteur Rémi Salmon, Le cancer et après. Quand est-ce que, officiellement, on rentre dans l'après-cancer ? C'est défini par la Haute Autorité de Santé, c'est le jour où chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie sont terminées. Et donc, c'est le moment où on passe au traitement, éventuellement, au traitement oraux. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri ? Non. Non. Non, parce que si on vous donne une hormonothérapie pendant 5 ans, 7 ans ou 10 ans, en fonction de la décision des cancers à haut risque, par exemple, la patiente qui prend son comprimé tous les jours, et que si vous lui dites qu'elle est guérie, elle va vous dire « Mais alors pourquoi vous me donnez un comprimé ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, la guérison, c'est au moment où l'espérance de vie rejoint le concept scientifique, si vous voulez, c'est le moment où votre espérance de vie rejoint l'espérance de vie moyenne de la population dans votre âge. L'espérance de vie de votre voisin qui n'a pas eu de cancer. Exactement. En gros. Alors, cette période de l'après-cancer, finalement, on l'annonce à la malade, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ce qu'il faut lui dire, c'est la vérité. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait écrit dans le livre il n'y a pas de bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles, mais il y en a des mauvaises. Ah, il y en a des mauvaises, c'est quand vous ne dites pas les choses. Ou, par exemple, je mime, puisque je crois qu'il y a une caméra qui est là, et vous êtes la patiente, et moi je suis devant mon ordinateur. Et je suis là, pendant la consultation, à taper sur l'ordinateur. Eh bien, ça, c'est une mauvaise façon de consulter. Les patients, et les patientes, ont besoin d'avoir en face d'elles des individus qui sont là, présents, et qui leur donnent l'impression, en tout cas, ou le sentiment, qu'elles sont là uniquement à leur écoute. Et c'est la question qui revient, c'est est-ce que je suis guéri ? Oui, eh bien, on leur répond on peut leur répondre que je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas vous répondre. Si vous êtes trop angoissé, vous avez plus de risques en fait de vous faire écraser par un autobus que de mourir de votre cancer. Alors dans votre livre, il y a un mot que vous n'utilisez pas, c'est rémission. Je ne sais pas ce que ça veut dire, rémission. Peut-être encore un anglicisme, rémission. En anglais, il y a un terme qui s'appelle survival, survivant. Alors donc, il y a des congrès de survivors. Et je me dis, mais des congrès de survivants, c'est en français ce mot, on survit à une avalanche, à un accident de train, à une chute de parachute où le parachute s'est pas ouvert. Enfin, on était un survivant d'un accident. Dans le terme survivant, il y a vraiment un côté accidentel. Et qu'est-ce qui serait plus juste pour vous quand on parle de cancer, de cancer du sein? Moi, je dis, il n'y a pas de maladie évolutive des slabs au moment où je vous vois. Et profitez-en pour vivre maintenant, parce que il y aura toujours une incertitude. Je ne peux pas vous donner... Parce que les statistiques que nous faisons à l'heure actuelle, c'est essentiellement à 5 ans. Donc si vous dépistez un petit cancer, early breast cancer, et que vous le traitez, la majorité des statistiques, c'est à 5 ans. Mais 5 ans, quand vous avez 45 ans ou 50 ans, vous êtes encore très jeune. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand je ne sais pas quel pays nous aura foutu une bombe atomique sur la tête et qu'on aura tous des cancers de la thyroïde? Je ne peux pas anticiper ces choses-là. D'ailleurs, je trouve mes collègues très courageux de dire à une patiente « vous êtes guérie ».
dit on a éradiqué votre maladie, on a contrôlé cette maladie et maintenant on va vous surveiller pour être sûr que vous ne récidivez pas. Mais le mot rémission, il y a toujours cette espèce de rémission, c'est vous allez voir, peut-être bien que ça va revenir. Et c'est la même histoire. Et ça, j'en parle dans le livre où pour les voies d'abord centrales, ce qu'on appelle les PAC. Hein. Mais PAC, c'est le nom de spécialité. Alors les PAC, c'est ce qui permet de perfuser de faire la chimio. Pour éviter que les veines ne s'abîment avec les chimiothérapies. Et alors, la question est, quand est-ce qu'on retire le PAC ? Alors, si vous dites à une patiente, on le garde parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous penseriez, vous, si on vous dit on ne sait jamais? Il n'est pas très optimiste. Il dit on ne sait jamais. Alors, il n'y a aucun consensus dans la littérature, qu'elle soit anglo-saxonne ou française, pour dire le PAC, on le retire le dernier jour de la dernière chimiothérapie. Quitte à en remettre un si c'est nécessaire ultérieurement. Ça marche pour le PICC line? Alors les PICC line, c'est différent. Les PICC line, ça se passe, il n'y a pas de risque dans un PICC line. Tandis que les portes à 4, ça peut être difficile à mettre, ça peut donner des pneumothorax, il y a un peu plus de complications dans les portes à 4 que dans les PICC line. Vous dites qu'il y a un mot qui a disparu aujourd'hui, c'est le mot convalescence. Ah oui, ça n'existe plus. On est en arrêt de travail, mais la convalescence, ça n'existe plus. Ça. Mais qu'est-ce que ça change finalement au niveau du concept de... Parce que dans convalescence, il y a quelque chose de doux. Là, on allait chez sa mère en Normandie qui faisait des feux, on faisait la sieste avec la couverture, ensuite on allait promener le chien tranquillement et on récupérait progressivement. Aujourd'hui, ce mot convalescence, c'est arrêt de travail. Vous utilisez le mot convalescence ? Avant, il y avait des maisons de convalescence. Des maisons de convalescence, oui, mais ça existe plus. C'est ça, des maisons de convalescence. Oui, on allait récupérer. Oui, on allait récupérer. Alors après, maintenant, vous êtes en arrêt maladie. Voilà. Mais vous n'êtes pas forcément dans une maison où on fait les petits plats. Parce que si vous rentrez chez vous, vous êtes en arrêt maladie. Si vous, c'est vous qui allez faire la bouffe et c'est votre mère ou vos enfants qui vont vous aider à faire le ménage. Les enfants qui vous aident à faire le ménage, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, c'est pas forcément du repos. Prenez un exemple, vous dites qu'alors que c'est la principale intéressée, celle qui a été traitée d'un cancer qui devrait faire l'objet de tous les soins et de toutes les aides familiales, c'est souvent elle qui doit s'assurer et rassurer tout le monde, en plus de gérer son propre problème d'après-cancer. Oui. La famille, les parents, les enfants. D'abord les enfants. Ouais. Parce que les enfants, ils ont peur, ils savent. Si vous leur dites rien... Là, j'ai la petite histoire que je raconte sur ma patiente de Versailles. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-là, mais il me semble bien, une patiente que j'ai vue pendant plus de 20 ans. Et chaque fois que je la voyais, elle avait 3 filles. Et je lui disais, est-ce que vous en avez parlé à vos filles ? Elle me dit, non, pas encore, vraiment, il faut que j'attende encore un peu, etc. Donc, ça a duré 15 ans. Et un jour, elle est arrivée toute souriante. Elle m'a dit, docteur, samedi dernier, on préparait le gigot dans la cuisine et je l'ai dit à mes filles. Et les 3 filles ont éclaté de rire en disant, maman, ça fait 15 ans qu'on le sait et 15 ans qu'on attend que tu nous le dises. Enfin, les enfants ne sont pas aveugles. Hein. Non, ils voient bien que quelque chose a changé. Ils sentent bien. Donc, il faut leur dire... Ouais. Ça les rassure plus de savoir la vérité. Vous pouvez dire, la mère peut dire, écoutez, je vais être un peu fatigué pendant un certain temps, vous n'avez qu'à ranger votre chambre. Déjà, pour les enfants, c'est un gros effort. Mais parce que les enfants qui, tout d'un coup, qui sont turbulents, qui passent en silence, sans faire de bruit, qui ne chahutent plus, qui ne courent plus, la patiente va se dire « Ouh là là, mais... Je dois être vraiment mal. » Je dois être vraiment mal. Alors là... Bon. Et puis après, il faut rassurer le mari ou le compagnon. Parce que les maris, quand leur femme a un cancer, leur libido est le plus souvent en berne.
Et donc, c'est la femme qui est obligée de rassurer le mari que peut-être que ça la rassurait, qu'il se rapproche amicalement. Et puis, que le sein n'est pas forcément la seule partie érotique d'une femme. Donc, elles sont obligées de rassurer les maris. Et c'est pour ça qu'on aime bien que les maris viennent aux consultations, parce qu'ils entendent ce qu'on dit. Et ils peuvent poser, eux, leurs questions. Vous donnez des chiffres dans votre livre, vous dites qu'actuellement en France, moins de 30% des femmes qui subissent une mastectomie demandent à bénéficier d'une reconstruction. Alors, ce qui fait beaucoup, pas beaucoup, parce que... ça veut dire qu'il y a 70% des femmes mastectomisées qui ne se font pas reconstruire. Alors, dedans... Il y a des personnes âgées qui disent qu'elles n'ont pas envie de prothèse et puis que, voilà. Il y a aux États-Unis, au dernier congrès où j'ai été, il y avait un atelier qui s'appelle Going Flat, c'est-à-dire je vais plate. Et donc, j'étais rentré et j'étais tombé sur une Afro-Américaine qui m'avait dit « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Et j'avais dit « je suis chirurgien français, j'écris un livre sur le cancer du sein. » Elle m'avait dit « Ah ouais, non, mais les chirurgiens, nous, on n'en veut pas dans notre association, allez-vous-en. » Mais je dis « expliquez-moi pourquoi vous justifiez le going flat. » Non, vous avez qu'à regarder sur Internet, tout ça, tout. Il y a des femmes qui décident qu'elles ne veulent pas avoir de reconstruction parce qu'elles ne veulent pas... Elles ont lu sur Internet que le type de reconstruction, ça pouvait entraîner des coques, des infections, que c'était pas toujours très joli, etc., etc. Et puis, il faut retourner au bloc opératoire. Parce que c'est exceptionnel que... On peut pas faire les deux en même temps ? Alors, on peut faire les deux en même temps. Quand je dis les deux en même temps, c'est la mastectomie et la reconstruction. Donc, la loi, théoriquement, nous fait obligation, lorsqu'on fait une mastectomie, de proposer à la patiente une reconstruction soit immédiate, soit secondaire, que la patiente soit informée. Après, le type de reconstruction dépend de l'âge, du désir de la patiente, de sa morphologie, de son poids, de la taille des seins, et c'est parfois assez compliqué, et ça peut nécessiter pour certaines patientes un temps de réflexion. Alors c'est le mois du dépistage organisé du cancer du sein. Vous expliquez ce que l'intelligence artificielle va changer à ce dépistage. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle se fatigue pas, elle va pas déjeuner, elle fait pas la sieste, donc c'est une analyse d'image. Et ça dépend des logiciels qui sont intégrés maintenant aux appareils de mammographie qui aident au dépistage d'images de plus en plus fines, de plus en plus précoces. On est un peu, déçus du dépistage organisé en France, parce que le dépistage organisé, c'est celui pour lequel les femmes entre 50 et 75 ans reçoivent une invitation pour une mammographie gratuite. Cette mammographie, dans le dépistage organisé, elle va avoir une double lecture par des radiologues spécialisés qui vont dire si la première lecture est satisfaisante ou pas satisfaisante. Il y a aussi un dépistage individuel fait par la gynéco qui fait ça auprès de sa patiente. Et donc ça, c'est possible. Le dépistage organisé... Mais il n'y a pas de double lecture dans ces cas-là. Non. Voilà. Mais il peut y avoir à l'intérieur d'un cabinet deux médecins qui s'organisent pour une sorte de double lecture. Et puis le dépistage commence à 50 ans et s'arrête à 75 ou 70, je ne sais plus, peu importe. Ce qui veut dire que toutes les femmes avant 40 ans sont exclues du dépistage et après 70 ans, là où il y a 20% des cancers du sein, elles échappent au dépistage. Alors, la question, c'est avant 40 ans, on lit qu'il y a plus une augmentation des cancers du sein chez les femmes jeunes. C'est des chiffres, je n'ai pas les chiffres, mais elles échappent au dépistage, celles-là. Oui. Non, c'est la fin. C'est la fin. Ah, le signe que je vous fais, ça veut dire que c'est fini. Ah, c'est fini. C'est pour ça. Je fais un signe. D'accord. Je dis, voilà.
Rémi Salmon. On a parlé 1 heure. Ouais. Bon. Vous êtes bavard, hein. Mais c'est intéressant. Alors bien, la suite est dans votre livre, ça s'appelle Gérer l'après-cancer, l'exemple du cancer du sein aux éditions des 3 colonnes. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation et le beau nœud papillon de Rémi Salmon sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.